Sur le critérium du Dauphiné, on s'attendait à une bataille de luxe entre les favoris du prochain Tour de France et on l'a eu. Faisons une petite analyse de cette semaine. D'abord, évidemment, parlons des favoris, des signes, des situations de chacun et de leur forme parce qu'on a eu le droit aux 3 meilleurs coureurs de classement généraux mondiaux, mais aussi au dernier podium du Tour de France, tout simplement, et peut-être au prochain podium du Tour de France 2025 qui va arriver maintenant dans quelques semaines seulement. Le premier, qui fait 4ème de ce Dauphiné, on le verra après, c'est Remco Evenepoel. Il a dit avant le Dauphiné qu'il était plus fort, que sa forme était meilleure que celle qu'il avait sur le Tour de France 2024. Et franchement, personnellement, j'y ai cru. Et il a montré dès la première étape de cette semaine qu'il pouvait suivre les attaques avec un temps de retard. Les offensives de Jonas Vingegaard, de Tadej Pogačar. Il a quand même réalisé un effort impressionnant, Evenepoel, même s'il avait ce temps de retard. Et ça veut peut-être montrer qu'il ne veut plus être perçu comme le 3e homme parmi ces 3 leaders, mais bien essayer de monter d'un cran en vue de la prochaine grande boucle. Ça, c'était au début du Dauphiné. Ensuite, il a rassuré encore sur sa forme parce qu'il va sortir un gros chrono, bien sûr, qui est son atout principal. Mais même dans la côte, il va chercher le premier temps. Et donc, on s'attendait à ce qu'Evenepoel y soit dans le jeu pour le week-end final. Malheureusement, il va faire un dernier week-end très difficile. Il va chuter juste avant ça avec le maillot jaune. Il y a aussi eu des rumeurs de maladie autour d'Evenepoel. Et est-ce que finalement ce Dauphiné il s'est bien passé? Est-ce que c'est dans sa préparation du Tour de France? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il va se relever de tout ça? Je pense que il a quand même été touché par sa chute et par ces événements hors course, et que ce Dauphiné c'est pas un échec total pour Evenepoel. On sait que souvent Evenepoel sur les courses d'une semaine, il peut avoir un temps de retard, il peut avoir des jours de moins bien, et sur 3 semaines, il va montrer qu'il réussit à être très fort. Donc il n'y a pas que du négatif à retenir sur la forme de Remco Evenepoel, en espérant surtout que ça n'a pas trop touché son mental. Celui qui par contre peut être beaucoup plus touché, surtout mentalement, c'est Jonas Vingegaard. Parce qu'on attendait un grand Jonas Vingegaard sur ce Dauphiné, et dès le début, dès la première étape, on s'est dit qu'il allait pourquoi pas aller chercher quelque chose de vraiment bien pendant une semaine. Pourquoi? Parce qu'il a osé attaquer, il a osé prendre ce rôle et il a osé surprendre Pogačar, chose qu'il ne fait pas régulièrement sur des étapes avec un profil aussi punchy et un profil pas très montagneux. Pogačar, il s'est pas fait avoir, hein, on connaît ses talents d'accélération, mais ça montre peut-être que Vingegaard, il pense qu'il faut passer à l'offensive pour battre un Pogačar qui a l'air beaucoup plus fort, mais aussi qu'il faut le surprendre sur son propre terrain. Ensuite, il fait un contre-la-montre dans les temps, malgré un petit souci mécanique à la fin, mais tout était rassurant, contrairement au Slovène. Et finalement, sur le dernier week-end de course, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a été inférieur à son adversaire principal. D'abord sur l'accélération, hein, il n'a pas pu suivre ses accélérations alors que Pogačar était sur sa selle, même pas en danseuse. Vingegaard lui était à fond. Et au début on pensait qu'il allait avoir, comme ce qu'on a vu régulièrement sur certaines étapes de montagne du Tour, un petit écart de 10, 15, 20 mètres entre les deux, mais c'est tout. Et finalement il y a un gros écart qui s'est créé sur peut-être la plus petite des 2 grosses étapes de montagne. L'étape Rennes, le lendemain, elle est mieux maîtrisée par le Danois, mais on se demande si c'est vraiment une maîtrise de Vingegaard ou Pogačar qui gérait tranquillement, comme il l'a dit en interview, une interview qui paraît même peut-être un peu arrogante selon certains. Et finalement, lors de la dernière étape, Tadej, il a joué l'étape sans forcer, il s'est un peu joué de Vingegaard, il a montré qu'il était supérieur à lui, que quand Vingegaard était à fond, lui était dans sa roue, sans trop se fatiguer, et finalement la plus grande différence entre les 2 principaux leaders du prochain Tour de France est sur le faciès des arrivées d'étape. On peut trouver des excuses à Pogačar, le fait qu'il relâche un peu son effort, mais en tout cas, voir cette différence de forme sur les visages des 2 hommes aux arrivées montre quand même que, pour le moment, Pogačar a un niveau largement supérieur à Jonas Vingegaard. On se demande, comme on l'a dit lors de la preview, si tout ça, c'est pas dans la préparation de Jonas Vingegaard en vue du prochain Tour de France. On sait qu'il prépare ce Tour de France avec un objectif, battre Pogačar, mais en tout cas, ça n'a rien de rassurant pour le Danois. Tadej Pogačar, lui, avait plutôt mal commencé la semaine, en tout cas sur le premier contre-la-montre. Finalement, ce premier chrono, c'est sa 2e contre-perf de l'année, après l'Amstel Gold Race. Il a trop de temps qu'il a perdu. Alors on a vu, on peut trouver des excuses, il a voulu trop gérer la première partie, il fait une belle montée, une belle deuxième partie, et finalement il perd quand même un temps assez bête, mais c'est mal joué de sa part, tout simplement, même si c'est pas une question de forme, c'est aussi ça, le vélo. Et Pogačar, il est revenu revanchard, il a frappé un grand coup sur la tête de ses adversaires, sur Remco Evenepoel, surtout sur Jonas Vingegaard,
Bon, on le répète jamais assez, la vérité du Dauphiné n'est pas celle du Tour de France, mais c'est un coup moral qui est donné aux autres, puis surtout quels écarts, on avait l'impression que Pogačar gérait ça avec facilité, comme il gérait avec facilité le dernier Tour d'Italie, mais cette fois-ci, il y a Jonas Vingegaard, le meilleur grimpeur du monde après lui, sur cette épreuve, et pourtant ça n'a rien changé à son attitude. Et finalement, cette photo, elle résume parfaitement le Dauphiné avec un Pogačar en gestion, tranquille, et pourtant largement meilleur, un Vingegaard derrière qui se bat comme il peut, un Evenepoel beaucoup plus loin, qui n'est pas encore au niveau, et entre les deux, entre ces deux petits groupes, on retrouve Florian Lipovitz. Lipovitz, il va chercher ce podium, devant Remco Evenepoel donc, on l'a dit tout à l'heure. Il monte en puissance, l'Allemand, et finalement ça montre qu'il y aura peut-être une bataille de leadership chez Red Bull, entre lui et Primož Roglič, qui sort d'un Giro plutôt compliqué, donc on a hâte de voir ça pour la suite, même si c'est vrai qu'on pense que sur 3 semaines, Primož Roglič peut certainement être beaucoup plus rassurant, être beaucoup plus endurant, surtout. Bon, il n'y avait pas que le classement général, même si c'est les principales leçons à retenir, avec un Pogačar surpuissant. Il y avait aussi les sprints. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les sprinters sur ce Dauphiné. Mais ce qu'on va retenir, c'est l'attitude de Jonathan Milan, qui venait se tester, et qui venait surtout se tester pour tenir la montagne du prochain Tour de France, certainement, en vue de rapporter, pourquoi pas, une étape après avoir passé les Pyrénées, après avoir passé les Alpes, et pourquoi pas aussi en vue du maillot vert de la prochaine grande boucle. Jonathan Milan, il s'est battu pour tenir, mais on a surtout vu qu'il fallait une grande Lidl Trek, et qu'on a eu une grande Lidl Trek pour remonter Jonathan Milan. Il a une victoire sur la deuxième étape, où la Lidl Trek, encore une fois, était impressionnante, que ce soit dans le dernier train de sprint, mais surtout dans les trains pour ramener Jonathan Milan après chaque côte où il se faisait lâcher. On pense notamment au taf du français Julien Bernard, qui a été impressionnant pendant cette semaine de course. On voit quand même les limites de Milan dès que ça monte un peu, en fait. C'est à travailler parce que sur le tour, il y aura beaucoup d'étapes punchy, et surtout, il y a de plus en plus de sprinters qui arrivent à bien passer les bosses. Enfin, mes attentions françaises, il y en a plein. La première, c'est pour Paul Sexas. Comment ne pas parler de lui ? Il y aura peut-être même une vidéo dédiée à Paul Sexas, parce que j'ai envie d'aller plus loin sur son cas. Et franchement, depuis que je suis le vélo, personnellement, j'ai jamais vu ça pour un coureur français, peut-être jamais vu ça tout court pour un coureur de 18 ans. On sait que les coureurs sont de plus en plus précoces, avec les générations Pogačar, Vingegaard, et surtout Remco Evenepoel. Mais là, Paul Sexas, il bat tous les records à seulement 18 ans. Faire un top 10 sur son premier Dauphiné, c'est fou. C'est une première expérience de leader pour lui. C'est une précocité, encore une fois, il a seulement 18 ans, Paul Sexas. Il avait déjà montré qu'il avait une âme de leader lorsqu'il avait laissé la victoire d'étape à Nicolas Prodhomme il y a quelques semaines. Mais là où Paul Sexas nous a impressionné, c'est son chrono incroyable. Un top 10 pour ouvrir son critérium du Dauphiné face à des monstres de la spécialité. Et dès ce moment-là, on s'est dit qu'il avait des bonnes jambes, mais on s'attendait pas à la suite. On s'attendait pas à cet épisode montagneux impressionnant, où d'abord il a résisté, et il a même osé rouler avec Armirail, ce qui était selon moi une erreur évidente de la Decathlon H2R La Mondiale, mais Paul Sexas, il essaye de se trouver, il essaye de se chercher dans ce rôle de leader. C'était son Tour de France à lui, ce critérium du Dauphiné. On sait qu'il va pas participer au prochain Tour de France, on a hâte de le voir sur son premier grand tour, on verra. Je pense pas qu'il ira sur la Vuelta cette année, malgré les espérances de certains. Certainement l'année prochaine, avec un premier test sur 3 semaines. Il faut prendre le temps avec Paul Sexas, ne pas lui mettre trop de pression. Et on a l'impression que c'est ce que fait parfaitement la Decathlon AG2R La Mondiale. En tout cas, lui, il prend petit à petit ce rôle de leader. Il venait pour le moment sur toutes les courses. Et son équipe posait une certaine com autour de son cas en disant non, il est dans un rôle de co-leader, il n'a que 18 ans, il va prendre son temps. Mais là, petit à petit, avec ce qu'il vient de faire sur le Dauphiné, il va devoir prendre ses responsabilités aussitôt dans sa carrière. Et ça peut être qui tout double, mais en tout cas, il a tout pour peser sur des grands tours dans quelques années déjà. L'autre sur qui une vidéo dédiée serait aussi méritée, pour un dernier au revoir, c'est évidemment Romain Bardet. Sur cette terre, il a tout donné pour faire plaisir une dernière fois à ses supporters, à sa famille. On a vu des images vraiment émouvantes. Il a été ovationné chez lui. Alors c'est un deuxième au revoir après son au revoir à la grande boucle l'an dernier, où il a réussi à porter ce maillot jaune incroyable. En tout cas, on peut que le remercier, Romain Bardet. Il nous a rendu l'appareil. Il s'est battu tous les jours. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette victoire d'étape, et ça nous dégoûte encore plus de l'attitude de Tadej Pogačar.
Mais d'un côté, c'est un leader qui en veut, Tadej Pogačar, et on peut pas non plus le critiquer sur le fait qu'il ne laisse pas de victoire d'étape à Romain Bardet, mais c'est vrai qu'on aurait espéré voir l'Auvergnat lever les bras une dernière fois, parce qu'il le mérite, après une carrière comme il l'a fait. J'ai bien aimé aussi Louis Barret, il y en a certains beaucoup d'entre vous qui l'ont retenu. Il a montré des talents en grimpeur très intéressants. Alors oui, il a aussi montré des limites, parce que Louis Barret, normalement, c'est plus un puncher, qui passe bien certaines bosses. Et sur la 6e étape, il a montré que c'était le cas. Il a montré un petit peu plus de talent sur des cols un peu plus longs, mais ça restait plutôt dans son profil. C'était une étape qui pouvait convenir au puncher grimpeur, pas le lendemain, et dès le lendemain sur l'étape Rennes, il a eu beaucoup plus de mal. En tout cas, il va faire le tour en juillet, Louis Barret, et ce sera vraiment quelqu'un à suivre pour une potentielle victoire d'étape côté tricolore. Enfin, la seule victoire française, encore une fois, elle vient de Lenny Martinez, c'est pas la première fois cette année. Ce dimanche, c'était un petit peu la journée de la génération Martinez-Grégoire, qui a été initiée chez Groupama FDJ, une génération qu'on attendait beaucoup dans le cyclisme français et qui commence cette année à vraiment prendre de l'ampleur. Il clôture son incroyable début de saison parce qu'il va partir sur le Tour de France, Martinez, avec beaucoup d'ambition. Alors il faut quand même calmer les choses, lui aussi est encore jeune, il y a quand même une différence d'âge avec Paul Sexas, mais il n'y a pas non plus le même niveau, et Martinez, là où il doit s'améliorer, c'est sur les classements généraux, c'est sur sa régularité. Et en tout cas, ça, il a encore le temps de le faire, alors il faut le faire le plus rapidement possible, dans une époque où les jeunes perfent très rapidement. Et ça nous mène à la question qu'on va se poser sur Martinez, c'est qu'est-ce qu'il va jouer sur le Tour de France, le classement général, seulement les étapes. Est-ce qu'il peut jouer l'un sans oublier l'autre? C'est ce que beaucoup de Français vont faire, David Gaudu, Guillaume Martin. Mais en tout cas, on l'attend beaucoup sur 3 semaines, sur la prochaine grande boucle, avec un petit peu de stress sur ses épaules. Ça ne peut pas lui faire de mal à Lenny Martinez. Je pense qu'il faut qu'il commence à prendre une nouvelle envergure et qu'il se rende compte de tout le talent qu'il a. C'est déjà fini pour cette petite analyse du Dauphiné, et si on en tire un bilan général, si on oublie les premiers jours de course et qu'on pense qu'au dernier week-end, c'est vrai qu'on peut être un petit peu déçu des scénarios. Alors on va pas tirer sur Tadej Pogačar parce que lui joue sa carte à 100% et ça peut se comprendre. Il a voulu mettre un coup sur le moral de ses adversaires et je pense que c'est quelque chose de réussi. Mais en attendant, on a eu un manque de suspense évident. Il y a encore du temps avant le Tour de France, et on va pas tirer des bilans trop tôt. Tadej Pogačar n'a pas gagné le Tour, Remco Evenepoel ne finira pas seulement 5e de la prochaine grande boucle, mais par contre, c'est vrai qu'il a un temps d'avance, mais comme depuis ce début de saison finalement, et ce sera le grand favori du prochain Tour de France. On va faire une preview de ce Tour, une preview d'abord sur le parcours, ensuite des favoris, et on en parlera plus spécifiquement à ce moment-là.